donc bonjour. On va se présenter l'un et l'autre et on va parler un petit peu de vin et de champignons dans la fabrication des vins. Donc, moi, je suis Marc Laver, en fait. Je suis ouvrier agricole dans la vigne principalement. En fait, côté Sauternay, Loupiac, Claréole, un Pessac, Léognan, j'ai un peu travaillé dedans. Donc là, on va parler sur la qualité un peu des vins et surtout la qualité de travail pour avoir un bon botrytis pour, par rapport à cette fermentation qui est demandée. Donc, après, Alors, moi, c'est Marc-André Solos. Je travaille au Muséum national d'histoire naturelle plutôt sur des histoires d'interaction entre les racines des plantes et les champignons du sol. Mais je m'intéresse à l'ensemble de l'écologie des champignons et en particulier, c'est vrai que dans la fabrication des vins, il y a beaucoup à dire autour des... Il y a quand même c'est normal à dire. Parce qu'après, il faut savoir que les terroirs amènent énormément. En fait. Par rapport au botrytis, c'est beaucoup, suite au brouillard qu'on peut avoir par rapport à la Garonne qu'on a, ça amène ce botrytis qui arrive au moment du mois de novembre, etc. Et donc là, on est sur 4 vagues. C'est bien le niveau de la Garonne. Donc après, c'est sur une certaine période. Oui. Alors, on va regarder ça, mais d'abord, je pense qu'il faut qu'on essaie de rappeler déjà ce que c'est qu'un blanc. Un vin blanc pas botrytisé. Alors, la première chose qu'on voit quand on se sert un verre de vin blanc, c'est qu'il n'est pas blanc. Non, il est toujours... alors, il y a des couleurs qui sont au départ des couleurs jaune-vert, qui vont évoluer avec le temps. Les vins jaunissent avec le temps. Et puis, quand on attend vraiment longtemps, ils vont... Alors, avant qu'on établisse d'où vient cette couleur, c'est quoi les grandes étapes pour faire un vin blanc? Faire un vin blanc? Et les précautions aussi. Les précautions, après, c'est au niveau du cépage. Pour un bon cépage, après, on peut partir sur une Cabernet Sauvignon, ou là, en suivant sur le travail qu'il y a à fournir en fait, sur le long de l'année. Il faut éviter de négliger un peu trop le travail, c'est-à-dire au niveau de l'épampage, de la taille, c'est très important en fait, de calibrer énormément par rapport à la charge de son pied de vigne, par rapport à la récolte qu'on peut avoir et en fait la qualité, par rapport au taux de sucre qui va être apporté suite à la taille. Si on charge trop un pied en bourgeon, si on a un pied sur une taille où il nous faut 8 bourgeons, c'est-à-dire qu'on va laisser 6 bourgeons d'un côté, 2 bourgeons de l'autre sur un grillot simple par exemple. Si on parle là-dessus, l'année suivante, qu'on lui donne un peu trop de bourgeons, la qualité du vin diminuera littéralement sur comment expliquer? En gros, sur la qualité plus de végétation. Ben, en fait, c'est une investissement en végétation, c'est un pied de vigne, c'est comme un sportif. Si vous lui demandez tous les jours de faire 10 km, il vous fera les kilomètres tous les jours. Si du jour au lendemain, vous lui demandez de faire 30 km, il le fera un jour, 2 jours, 3 jours, puis après, il va fatiguer. Le pied de vigne, c'est la même chose en fait. Il y a sur son flux de sève, c'est très important là-dessus aussi. Et sur la qualité du vin, après voilà. Donc là, la première chose, c'est orienter ce flux de sève moins vers le végétatif que vers le. Il faut savoir que la photosynthèse, il joue énormément. Au niveau des feuilles, ça joue énormément là-dessus. C'est-à-dire que si on rajoute plus de bourgeons, c'est sur son pied, le bois qui va sortir, le sarment en fait, ce bois-ci n'atteindra pas sa taille optimale qu'il faudra. Donc du coup, la photosynthèse sera moindre. Sur cette qualité-là, en fait, le raisin se développera beaucoup moins facilement en fait. Tu auras une peau qui sera un peu plus dure, en fait, plus amère. Donc ça, c'est un peu finalement l'état physiologique optimal que l'on règle pour avoir le maximum de raisins de qualité. Et alors par rapport, moi j'avais entendu aussi des choses sur les problèmes, est-ce qu'il faut que le raisin soit un peu, beaucoup, pas du tout au soleil, sachant que trop au soleil il risque de sécher, pas assez il risque de prendre le moisi, sur ça, les parasites. Les feuillages est une partie très importante. Moi, je trouve principalement les feuillages et les chardages, c'est une partie très importante par rapport au vin pour sa maturation. Il faut dire, les feuillages, bon, ça part. Les chardages, en fait, c'est quand on a notre bois de vigne, en fait, on a des petites échardes qui ressortent, des entrecœurs qui vont sortir. Ah, et donc c'est des ramifications secondaires. Selon les régions, on donne des noms différents, justement. Et si on fait pas gaffe, en fait, ce sont des parties, en fait, ça passe dans les grappes de raisin des fois. Et si on les sort pas, en fait, ça amènera une pourriture, en fait, mais du vinaigre. Ouais, donc en gros, ça facilite l'humidité, en fait, ça baisse l'installation des champignons qui, en suivant, en fait, ils peuvent s'installer aussi.
Et donc, on le répète, hein, sur un vin rouge, une récolte saine, sur un vin blanc, pardon, une récolte saine, c'est vraiment vital. Ouais, mais non. Après, sur un vin rouge, oui, il faut que ça soit. En fait, c'est toute tâche de travail, il faut qu'elle soit bien menée, en fait. C'est pas en quantité à journée qu'il faut faire pour mieux faire un peu plus de temps, je veux dire, parce que chaque pied de vigne se travaille différemment d'un pied à un autre. Il faut mieux perdre un peu plus de temps sur certains pieds, faire une récolte de qualité, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir une grosse quantité de récolte, et un vin qui est un peu moins. Ben, oui, donc c'est ça, ça s'anticipe. Et alors maintenant, au moment de la récolte, il y a quand même des précautions à prendre. Bon, on va peut-être se servir un peu de vin. Alors, on est sur quand même là, des notes florales, fruitées. Le vin blanc, c'est un vin qui est surtout sur des arômes, surtout, et puis on ne peut pas faire de règle générale, mais sur des arômes primaires, c'est-à-dire quand même hérités du fruit. Alors, comment on fait, quand on fait la récolte, finalement, pour maintenir ces arômes fruités, les préserver au maximum et pas avoir des goûts de cuit, des goûts d'oxydation qui sont tolérables sur des rouges, sur des blancs. Sur des blancs, justement. C'est justement cette partie de maturation en fait qu'on va rentrer en compte parce que le départ de l'effeuillage, en fait, on va commencer sur un effeuillage, c'est au soleil levant que l'effeuillage se fait. Alors on respecte une casquette par rapport à la maturation. La casquette, en fait, c'est une feuille qu'on va laisser au-dessus. Alors si on est sur du pied très bas, en fait, qui a 30 cm, il faut savoir que les grappes, si les grappes sont à peu près 30 cm sur du pied en vin qu'on va avoir, il faudra faire peut-être un encagement même par rapport à la photosynthèse du sol qu'il faut prendre en compte aussi par rapport à cela. Et en fait, la maturation, après, elle est calculée en fait, par rapport au taux d'amertume qu'on trouve dans la peau, qui se trouve dedans, et après le taux de sucre qui sera dedans. C'est-à-dire qu'elle se gorge de soleil, justement, par rapport à ça. Voilà, donc on a une maturité sucrée. On a aussi une maturité tannique, c'est moins important que pour les vins rouges, mais il faut que le tanin ait un vin sec, un bel équilibre. La maturation, c'est justement quand il est bon, enfin, quand il est bon. C'est légère dorée, on va demander une grappe qui fasse 75% de doré, c'est déjà très bien. En fait. D'accord, donc il y a des indices visuels. Et en fait, ça correspond en partie à la maturité des tanins, puisqu'il y a notamment un certain nombre de tanins qui sont jaunes. Allez, c'est dit, en fait, c'est eux qu'on va retrouver là. Oui, c'est après. Alors, justement, pour les amateurs de vionniers, c'est un vionnier. Donc, les amateurs de vionniers savent qu'on fait des jolis vionniers Andrieux, par exemple. Ils sont superbes, ils sont racés, fins. Quand on est dans le Languedoc, des fois, il y en a des très bons aussi, mais des fois, ils ont des goûts d'abricot trop cuits. Justement, c'est qu'il y a de plus en plus au fait de ne pas apporter le pet ou quoi, je veux rien dire là-dessus. Et il y a une qualité de travail qui est en fait complètement la qualité de travailler à la vigne de l'ouvrier agricole qui est d'être vigneron, en fait, est un peu mis à la rabaisse en quelque sorte, on pourrait dire. Alors, il y a ça, mais enfin, il faut dire aussi que dans le Languedoc, on va avoir des chaleurs qui vont provoquer des maturations anticipées des tanins et ça va donner des goûts plus confiturés. Or, sur un blanc, bon, on préfère quand même les arômes fruités. Et alors, à la récolte, comment est-ce qu'on les préserve, ces arômes-là? Ces arômes, à la récolte des raisins, quoi. Après, au moment où on le vendage, nous, dans le côté sauterné, tout ça, donc les vendages, ça se passe, en fait, on a des hôtes. C'est accédé à la haute avec des tambours. Donc ensuite, en fait, le raisin est ramassé. Après, on le passe pour décraper. Et ensuite, c'est conditionné en cuve, Ça, c'est pressé tout de suite. Pressé aussi. Non, il n'y a pas de contact avec la Après, ce qu'il faut savoir, voilà, il faut éviter que ça soit trop chaud, pour éviter qu'il pleuve, les vendages sous la pluie, il y a un certain taux à respecter, en fait. Parce que justement, on demande d'avoir un maximum de sucre conservé, en fait, dedans. Oui. Et puis surtout, s'il pleut, ça va favoriser le développement de champignons et de levure avant la presse. Pas forcément ça. En fait, ça ouvre les pores de la peau. Oui. Et l'eau rentre à l'intérieur, qui fait gonfler plus rapidement en fait, le raisin. C'est-à-dire, sur un raisin qui a plu sur une journée, en fait, c'est une journée de pluie totale, il ne faut pas ramasser le raisin, le laisser une journée, ressécher une journée, ça reprendre sa position, on va dire. Oui, parce qu'en fait, le taux de sucre va être complètement diminué
littéralement. Donc ça, c'est le risque d'imbibition en quelque sorte. Donc souvent, on pratique soit des ajouts, alors soit on récolte très tôt le matin, soit on met de la glace carbonique. Hein, ça, j'ai jamais trouvé. Bon, ça c'est plus encore en sud, hein, mais ça permet de bloquer en fait toutes les réactions. Après, sinon, on peut le rentrer en chambre froide. Ça, moi, j'ai travaillé, on faisait rentrer en chambre froide. Donc, le moins d'eau possible, le moins de facteurs finalement qui favorisent la décomposition, qui diluent la matière, la fraîcheur, voire même des sulfitages. Ça va permettre de bloquer effectivement tous les métabolismes microbiens. Et le but, c'est de presser vite. Le but, c'est dès qu'il est coupé, en fait, il y a quand même un compte à rebours qui s'installe. Voilà. En fait, c'est une sorte de marathon. Tout à fait. Et c'est un marathon pour préserver les arômes dits primaires, hein, ceux du fruit. Alors donc, il s'est pressé, ça rentre en fermentation alcoolique. Là, c'est les premières levures. Après, il y a le montage, le remontage. Bon, après, moi, d'allécher, moi, je travaille beaucoup le sol. D'allécher, je ne suis pas encore entré. On ne va pas aller très loin dans l'échelle, mais disons que les levures, c'est encore une aventure de champignons. Donc là, pour l'instant, on est plutôt finalement sur les champignons qu'on veut éviter, tant que la maturation n'est pas faite, ou qui pourraient faire des départs de fermentation foireuses si on ne prend pas des précautions pendant la récolte. Et on veut tout de suite avoir les champignons favorables. Les champignons favorables, c'est-à-dire les levures, après le pressage. Et donc, on va avoir aussi là un élevage en caveau, un élevage avec des refroidissements, notamment avec des drapeaux qui sont tout simplement des radiateurs où on fait circuler l'eau froide, des choses comme ça pour se maintenir, pardonnez-moi, 10-15 degrés. Une certaine température en dessous des 24. Et là, on est encore dans l'évitement de l'oxydation et de toutes les réactions chimiques ou de toutes les instabilisations liées à la chaleur qui pourraient détruire ces arômes primaires. C'est pour ça que c'est cette course. L'idée, c'est de garder ces arômes de façon à ce qu'ils restent dans le vin. Voilà, c'est de garder ces arômes. Du moment quand on coupe, en fait, là, par exemple, on ne peut pas. Comment dire, faut. Je sais pas comment expliquer. Oui. Comment je peux dire j'ai pas les mots pour l'expliquer dessus. Mais parce que, bon, est-ce qu'il y a d'autres précautions qu'on ne comprendrait pas quand on fait un rouge, par exemple? Un rouge qui vient à la tête. Oui, le rouge, c'était principalement par rapport à une chose. Et le rouge, après, c'est surtout par rapport à une chose, c'est la maturité du rouge aussi. Faut pas... S'il est trop jeune, c'est pas bon non plus. Maturité. Après, il faut une certaine maturité apportée. Tout dépend du rouge aussi. Il y a des rouges où on va demander plus, même s'il y a une légère fermentation qui se fait, ça ne dérangera pas. Certains rouges, selon ce qu'on va avoir. Il y en a d'autres où, par contre, là, on demandera vraiment un peu moins comme du sec. Un blanc sec, c'est pareil. On voit un micro-rouge, il y a une différence. Alors, bon, on va voir après ce qui se passe sur certains micro-rouges. Mais bon, il y a quand même une chose importante, c'est que finalement, il ne va pas y avoir de contact longtemps avec la peau. Or, tout le monde a mangé des raisins déjà. La couleur est dans la peau. Même quand le raisin est blanc, la peau est plus colorée que la peau est colorée. La couleur, d'où cette couleur très très diluée finalement. Alors, il existe aussi aujourd'hui des façons d'ailleurs de prendre un raisin blanc et de faire quelque chose qui contient plus de couleurs. C'est les fameux vins oranges qui sont. C'est une mode montante. Alors, c'est une mode montante d'ailleurs qui revient à l'ancienne, puisqu'initialement les vins ils étaient faits comme ça. Hein. Même les blancs, ils étaient macérés avec leur peau. Et là, évidemment, il va y avoir des tas de réactions qui vont faire perdre des arômes fruités, mais on va extraire beaucoup plus de couleurs et de tanins aromatiques de la peau. La peau, si elle est dure, c'est que les cellules sont entourées d'une paroi épaisse. C'est ça, beaucoup plus que la pulpe. La pulpe, quand on appuie, le jus sort. La peau, ça ne sort pas parce que la paroi est trop épaisse et il n'y a que le trempage qui permet que ça sorte lentement. C'est comme un sachet de thé, la peau. Si on veut extraire l'arôme, il faut que ça trempe. Et donc, c'est vrai qu'on maintenant on peut faire des vins oranges, qui sont des vins beaucoup plus tanniques, beaucoup plus colorés, qui par contre sont moins fruités. C'est pas l'esprit du blanc habituel, mais par contre c'est l'esprit du blanc historique qui était orange. Petite parenthèse, c'est pour ça qu'on peut boire du blanc d'ailleurs avec du poisson. Le blanc avec le poisson, il n'a pas mauvais goût. Alors quand on met du rouge sur du poisson, souvent ça fait. En fait, ça fait un peu le goût de quand on suce une coupure.
J'en ai une là, donc j'ai essayé il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Le truc, c'est que c'est un goût ferreux, on dit. Et alors, l'histoire est la suivante. Ce goût ferreux, ce n'est pas le goût de fer. Le fer, qui est dans le sang, ou on va le voir dans le vin, il réagit avec les acides gras insaturés pour donner des molécules qui ont ce goût. C'est ce qui se passe quand on suce son pur. Il y a aussi des acides gras insaturés, et ça dégage ces arômes. Dans le vin rouge, il y a beaucoup de tanins. Et les tanins, ils peuvent interagir avec le fer et le solubiliser. Comme dans la cuverie, il y a toujours des trucs métalliques, on finit par avoir des teneurs en fer beaucoup plus élevées dans le vin rouge. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que c'est du fer qu'on peut récupérer pour l'organisme. Mais comme il y a plus de fer, il y a plus d'interaction avec les acides gras insaturés. Comme le poisson est riche en acides gras insaturés, ça donne le seul goût. Alors que le blanc, lui, moins de tanins, donc moins de fer, donc moins d'interaction. Et alors, par contre, le vin orange sur le poisson, ça ne marche pas. Ça marche pas, c'est un tanin. Voilà, ça c'est un anecdote. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur le blanc? On veut parler de l'évolution de la couleur, hein, ce qu'on disait. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter des très vieux blancs. Une fois, j'ai eu l'occasion d'en goûter un. On m'avait dit presque que c'était un cognac en fait. C'était un château week-end que j'ai goûté de Sauternes. C'est l'un des meilleurs Sauternes qu'on peut vraiment avoir. Et c'est une très grande maison. J'ai goûté une bouteille qui était de 84. Oui, 84, c'est pas tout jeune. Et alors, quelles étaient les grandes? Donc, le goût, on est plutôt vers les cognacs. Et la couleur et sur la couleur, on est un peu plus vers du cognac en couleur, ça donnait. Et après, niveau goût, fallait presque un peu mielleux. C'était légèrement mielleux. C'était vraiment assez délicat. Oui, alors c'est intéressant parce que finalement, c'est la fin de ce processus qui mène d'un vin vert jaune à un vin plus jaune, doré. Et puis finalement, c'est l'âge et c'est l'oxydation des tanins. Et en fait, l'histoire est la suivante. Quand ils s'oxydent, ils réagissent un peu n'importe comment et ils changent d'une façon qui n'est jamais la même d'un tanin à l'autre. Alors on parle de tanins qui sont assez homogènes, donc ils ont une couleur, puis finalement ça finit par avoir, comme ça donne des dérivés très très différents, parce que les réactions ne sont pas toujours les mêmes, ça finit par donner un mélange de molécules différentes, qui donc absorbent des longueurs d'onde différentes, en d'autres termes qui ont des couleurs différentes, et quand on mélange des couleurs différentes, on tend vers le brun noir. C'est du noir dilué. Et c'est vrai que dans le cognac, on a aussi des phénomènes de vieillissement semblables, et c'est pas étonnant que, et par la couleur et par le goût, on arrive dans Après, c'est un vieillissement. Après, je sais que sur les fûts, sur un fût, souvent le fût que tu utilises de chêne, ton tanin, justement, on parle du tanin, change aussi complètement. Alors, ça, c'est la question dont on peut parler. Oui, les tanins, ils viennent d'où? Bon, alors, il y a ceux qui viennent du fruit, et on a vu que sur les blancs, sur le vieillissement du bois, parce que voilà, sur certains cognacs, même sur certains vins, on utilise des fûts qui sont déjà plus vieux que la normale. Il y a le fût jeune qui est en début, qui on va laisser 5-6 ans par exemple. Et après, on peut le passer sur un second fût, en fait, qui est un fût qui est un peu plus âgé, qui va avoir peut-être une cinquantaine d'années, ce fût, en fait, qui a déjà coulé du vin auparavant. Et en fait, ça donne au niveau de la couleur du tanin qu'on va avoir. Et après, au niveau du goût, c'est ce petit. J'arrive pas à le décrire. Oui, quand c'est violent, c'est un boisé, mais effectivement, c'est des notes de noisettes, c'est des notes de mal grillées, c'est des choses comme ça. Ouais. Alors, ça, effectivement, on peut l'avoir. Alors, donc, le fût jeune, bon, c'est un contenant qui est un peu poreux, donc il y a de l'oxygène qui rentre et il y a du vin qui sort. Hein. C'est ce qu'on appelle la part des anges. Il faut régulièrement remettre du vin dans la barrique. Et donc, il y a de l'oxygène qui rentre, donc il y a une légère oxydation des tanins, et puis il y a des tanins qui viennent du vin. Il y a des tanins supplémentaires qui viennent du bois. Et puis quand on transfère en fût vieux, alors là, bon, on va encore avoir l'oxygénation, on va avoir cette évolution des tanins, cette oxydation légère, mais on n'aura plus de matière, parce que ces fûts-là, ils ont tout donné. Celui-là, ils ont déjà là, on va concentrer un peu plus sur le vin. On va être plus sur une évolution, voilà, que sur un apport. Puis il y a une troisième origine des tanins du vin, dont on ne parle jamais, c'est les fameux tanins œnologiques.
Alors ça, c'est des choses, c'est un peu des choses dont on ne parle pas, alors que moi je pense qu'elles ne sont pas honteuses, parce que de tout temps, il y a eu des traditions d'apport dans le vin. En Antiquité, on mettait des résines, quand on met le vin dans le bois, on apporte des choses au vin aussi. C'est des galles de chêne broyées, c'est-à-dire c'est des réactions du chêne à des infections de petits insectes. Et quand les insectes sont passés et que partis, on récupère ça. Ça fait des petites billes. Ça fait des petites poques, de chêne. Exactement. Quand on est canin, on joue aux billes. Ouais, c'est ce qu'on faisait, moi. Alors on prend, donc quand l'insecte est sorti, il y a souvent un trou de sortie, et puis on broie ça, il y a quand même des traitements, et ça fait des tanins que l'on peut rajouter au vin et qui ajoutent à sa charge tannique. Après, moi j'ai vu une façon pour conserver le vin justement pour faire vieillir, c'était en terre cuite. À côté de Bergerac, on travaillait là. Et en fait, c'était même pas en fût de chêne que c'était des grandes jarres qu'on avait, c'était en terre cuite, et c'est le même principe, c'était en fait des cuvées briques. Enfin, c'est la tradition des cuvées briques Georgie, et finalement c'est la méthode antique, parce que les vins commençaient à faire des terracotta ou des céramiques. Et là, alors la céramique, elle peut contribuer un peu à l'arôme, mais elle va être surtout micro-poreuse. L'oxygène, énormément. Et plutôt qui va en vieux fût. Tout à fait. Donc, on a ces tanins qu'on amène, et donc ces tanins, ils construisent la couleur, par leur présence et en fonction de leur oxydation, mais aussi ils contribuent à l'arôme, puisque, notamment quand ils sont oxydés, ils sont un peu volatiles, et ils vont contribuer à deux choses. Le nez du vin, c'est-à-dire son odeur dans le verre, et puis ensuite aussi le goût en bouche, la longueur en bouche aussi. Ces arômes qui continuent à se dégager quand on a dégueuté le vin. Après, il y a cette impression qu'on a pendant qu'on boit et après, mais qu'on a peu sur les blancs parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de tanins quand même. Sur les blancs secs, justement, c'est des vins qui sont ramassés en fait, à une limite maturation selon les régions. Parce qu'on n'a pas une maturation totale en fait. Oui, on aime bien qu'il reste de l'acidité du raisin pas mûr. C'est ce qu'on ressent un peu. Et on ressent ça beaucoup dans les champagnes. Ils sont encore plus ramassés en sous-maturité. D'autant qu'en plus là-bas, on est très au nord, donc la pleine maturité, c'est pas très facile de l'avoir. Et d'ailleurs, c'est des vins qui historiquement ont été beaucoup améliorés par leur bulle. Parce qu'ils étaient quand même aromatiquement un peu moins puissants que ceux du sud. Bon. Donc ces tanins, c'est la couleur, c'est l'odeur, mais c'est aussi en bouche deux choses, une légère amertume. Celui-là n'est pas très amer, mais non, ça va. C'est aussi les tanins, et puis il y a cette espèce d'âpreté, là, ce qu'on appelle l'astringence. C'est eux aussi. Donc ils construisent en fait pas que la couleur, ils construisent aussi le goût. Alors justement, le vin vieux, le fameux vin vieux que vous avez goûté, est-ce qu'il était astringent? Est-ce que la bouche avait l'air un peu sèche, un tout petit peu rugueuse? Justement, non. C'est quand je disais que c'était plus un peu plus douloureux qu'on avait. Et par contre, ça embellit au fait littéralement. Aromatiquement, oui. Tout à fait. Mais justement, on est d'accord que ces vins vieux, ils sont plus riches aromatiquement. Plus riches aromatiquement. Et, ça reste plus longtemps. Et après, alors ça, c'est une expérience facile à faire. Si on veut voir ce que c'est qu'un vin vieux, il faut aller chercher un Madère ou alors un Rérès. C'est des vins qui sont respectivement chauffés pour le Madère, donc ça accélère les oxydations, ou conservés sous voile. Pour le Rérès, c'est conservé sous un voile, on ne rajoute pas d'eau dans le fût. Donc il y a de l'oxygène au-dessus. C'est un peu comme le vin jaune, mais en moins cher. Et donc ça permet de voir, quand on déguste ça, on s'aperçoit qu'effectivement, les arômes sont beaucoup plus variés, beaucoup plus divers. Après, on n'aime pas. Ça récapitule bien cette idée que les tanins, au début, ils ont une certaine couleur et une contribution finalement à l'amertume, l'astringence en bouche, mais quand ils s'oxydent, ils ont tendance à être moins solubles dans l'eau. Ils ont moins ces effets-là. Donc le vin est plus rond, plus doux, moins amer. Mais par contre, ils sont plus volatiles. Ils vont exploser dans le nez. Et faire du vin, c'est être au point optimum entre conserver les caractéristiques des tanins jeunes et puis avoir déjà des caractéristiques de tanins oxydés. C'est ça. Après, on a autre chose sur le blanc ou pas sur le blanc? Il y a des questions. Il y a des questions. Ouais.
Et ben, on va prendre les questions, puis après on passera au. Je vous les lis. On verra la différence. Alors, donc, Aïda qui pose la question, est-ce que vous avez essayé de fabriquer du vin à base de champignons? Si oui, quel type de champignons? Et la couleur diffère ou non? Non, ça fait non. Je sais pas docher, je suis juste ouvrier agricole. Et ouais, non, ça, je n'ai jamais entendu encore parler. Justement, pour les champignons. Il faut beaucoup de sucre, pas trop de carence azotée, pour que ça fermente. Ouais, et ça, moi, je vois pas de jus de champignons qui pourrait marcher. Non. Hein. Je vois pas. Non, on peut faire des vins en mettant du sucre dans des jus de fruits rouges, groseille. Ouais, c'est après, là. C'est plus du vin à proprement parler. Oui, c'est une boisson. Du vin de palme aussi, mais tout ça, c'est. On peut pas faire du vin avec n'importe quel jus. Il faut qu'il y ait beaucoup de sucre et quand même pas trop de carence azotée. Par contre, on fait les vins avec des champignons, puisque les levures qui font la fermentation. Et puis notre botrytis. Et alors, il y avait une deuxième question d'Aïda qui était, enfin deux questions. Est-ce que toujours les tanins sont liés avec le fer? Et quel type de tanin condensé ou bien hydrolysable? Alors, c'est deux bonnes questions. La première, c'est le fer, pas toujours. Dans la plante, par exemple, ils ne sont pas liés au fer. Mais dans la cuverie, ils finissent par être en contact avec du fer. C'est là qu'éventuellement, ils se chargent. Mais, et cette charge, je ne pense pas qu'elle sature tous les tanins. Il y a encore des tanins qui n'ont pas apporté de fer. Hein. Je suis sûr que le vin ne transporte pas la quantité maximale de fer qui pourrait être transportée dans l'idéal. Idéal qui serait peut-être pas un idéal aromatique. Alors, en revanche, c'est plutôt les tanins condensés qui sont capables de transporter le fer, mais pas tous. Et il y a des tanins hydrolysables qui sont capables de faire ça aussi. En fait, dans ces deux grandes catégories qui sont citées dans la question, il y a une grande diversité chimique et leur capacité sidérophore, comme on dit, de transporter du fer, est variable d'une espèce chimique à l'autre. Donc, c'est moins lié à la famille. Voilà. Oui, parce qu'après, qu'est-ce qu'un tanin condensé et qu'est-ce qu'un tanin hydrolysable? C'est deux familles c'est de moi tanins. qui pose la question. Voilà. C'est des familles qui sont différentes. Les tanins hydrolysables, ils sont liés à un sucre, souvent. On peut retirer, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont hydrolysables. Et ce sucre aide à l'oxydation. Les condensés, ils sont plus gros. Il y a plusieurs familles de tanins et quand moi j'ai mis la quercétine et des choses comme ça dans les tanins, et les flavonoïdes aussi qui sont jaunes, du coup moi j'ai agrandi à tous les phénols et les polyphénols pour faire ça. On pourrait avoir des noms plus techniques. C'est déjà pas mal. Tanin hydrolysable, ça fait déjà peur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors pour l'instant, c'est tout ce que j'avais. Voilà. Bon, alors, un vin botrytisé. Alors ça, c'était une grande bouteille. Je vais vous débarrasser du vieux nez à ce moment-là. Débarrasser. Vous faites ça, jeune homme. Alors, par contre, on va garder un verre en comparaison. Voilà, c'est important. La caméra est là. Hein. Alors, nous sommes maintenant, donc, qu'est-ce que c'est ça? Alors, nous sommes sur un Cadillac. Un Cadillac, ça nous donne quoi comme région et comme... Cadillac, si on peut situer sur à côté de Langon, je pense que dans tout Langon, on est de Langon, oui. Je pense que vous voyez. Qu'est-ce qu'on a c'est Gironde, en fait. Ouais, par rapport à Bergerac. Par rapport à Bergerac, on a un petit moment de redonner plus fou de côté de quelqu'un. Voilà. Et là, plus à l'ouest. Du coup, sur celui-là, j'ai travaillé chez son père. En fait, d'accord, c'est une histoire de famille. J'ai pas travaillé pour elle, j'ai travaillé pour son père. Et en fait, ce botrytis qu'on va avoir apporté sur ce vin-là, en fait, c'est la Garonne qui apporte ce vin-là. Et celui, en fait, il y a un petit ballon qui remonte derrière, en fait, après les terres. Et en fait, ce brouillard qui est au moment de l'automne. Ah oui, il y a une pierre, le brouillard est piégé dans la vallée. Et justement, ce piège dedans, c'est ce qui amène ce côté confit qu'on a du raisin, qu'on retrouve au raisin, un peu comme du raisin séché, du raisin froid. Voilà, c'est très net.
Et c'est justement ce qu'on recherche. Et là, par contre, c'est là où il faut vraiment un effeuillage, un échardage et un levage peut-être vraiment impeccable. La première chose, c'est qu'il faut bien que la grappe soit aérée, que rien ne touche sur la grappe. Sinon, en fait, le botrytis se transforme en un champignon, mais c'est plus celui qui est demandé à la base. Donc, on retient qu'il faut que ce soit des conditions assez sèches et que donc ça s'obtient assez séchant. Ça s'obtient avec les feuillages, oui. Et après, voilà, sur la qualité de la taille, c'est juste par rapport au botrytis. Parce que justement, sur un pied de vigne qui est bien, comment dire, qui a la bonne charge en fait dessus. Par rapport à cela, on va avoir une chose, c'est l'aération en fait du raisin sur la grappe au moment du botrytis qui va se former en fait. Ce qu'il faut, c'est en fait qu'il y ait un légèrement de détachement de la grappe, qui ne soit pas compact, un légèrement de détachement. Je sers à avoir un petit raisin courant qui soit. Détachement, c'est-à-dire que les grains soient séparés entre eux? Se séparent légèrement entre eux. Oui, c'est ça. En fait, il perd en eau à l'intérieur. Ouais, c'est toujours quelque chose qui favorise le séchage. C'est le séchage, ouais. C'est ce qui est recherché. Après, il ne faut pas non plus sécher à l'intérieur. Sinon, on a du goût, mais on n'a pas de jus. Oui, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à apprécier. Bon, alors, le botrytis, c'est un champignon. Et ce champignon, il va se développer sur la grappe en surmaturation. Et pour ça, il faut qu'il y ait une certaine humidité atmosphérique. D'où le fait qu'il y a des régions qui s'y prêtent et d'autres pas. Comme le Sauternay, on peut en parler aussi. Le Sauternay, en fait, qui est amené par rapport au Ciron, qui est une petite rivière, c'est ça? C'est une petite rivière, voilà, tout à fait, qui descend des Landes et qui se jette après dans la Garonne sur Prégnac. Qui est normalement de base, je n'étais pas sur Prégnac, mais sur Séronce, qui a été détourné dans les années 1800, c'est un port commercial, ça a été fait. D'où le Sauternay, au fait, qui s'est fait implorer à ce moment-là par rapport au Ciron qui passait, où on a en fait ce côté sauvage du Ciron qu'on peut retrouver dans le vin du Sauterne en fait par rapport à ce botrytis qu'on a littéralement. Mais en même temps, on ne veut pas qu'ils détruisent, ils sont en train d'attaquer les raisins, ils sont les choses comme elles sont, mais on ne veut pas qu'ils les détruisent. Justement. Et le séchage va limiter son développement, sa capacité à se développer sur la peau et sa capacité d'attaquer. C'est ce qu'il faut rechercher. Donc, en fait, c'est un vrai savoir-faire. Il faut le bon terroir, les bons gestes. C'est important parce qu'on dit souvent que le terroir, c'est la géographie, c'est le climat, la géographie, c'est le sous-sol, mais c'est aussi les hommes. Hein. C'est le geste des justement de ça, justement. Je veux parler un peu de ça. Oui. Justement sur le travail, en fait, sur le travail viticole, c'est comme tout autre travail, un maraîcher, chaque geste en fait compte exactement par rapport à la qualité de vin qu'il faut avoir. Puis il y a une certaine irréversibilité dans ces gestes. Ah oui. Aucun pied ne se travaille faire pareil. On ne peut pas mécaniser. C'est le travail de la vie, on ne peut pas être mécanisé. Sinon, après, voilà, c'est un travail orfèvre. Tout à fait. C'est un travail vraiment méconnu, hein, le savoir-faire de la taille. C'est quelque chose qui est vital pour la vie, mais celui qui boit du vin, il ne sait pas, en fait. Tout à fait. Pense plus aux gestes en cas. Oui, moi j'ai appris ça sur le tas. J'ai appris par les châteaux, justement, par les châteaux comme Canon, j'ai bossé chez Papy, le Cap de la Riole, le Château Roche. Et ce sont en fait des propriétaires comme ça qui en fait perpétuent toujours les bons gestes du travail. En fait. Le respect du pied de vigne, en fait, c'est pas la quantité qui est recherchée, en fait, c'est la préservation de sa vigne. En fait. Il faut savoir que c'est ça qui fait rentrer, qui Oui, puis bon, c'est des gestes. Aujourd'hui, c'est facile de dire oui, c'est pour que le champignon se développe un peu, mais pas trop. Mais c'était construit tout ça empiriquement. Ça, c'était des essais-erreurs, des trucs qui ont marché, d'autres qui marchaient. Ça a toujours été un peu de l'expérience. Alors, le botrytis, il est connu dans le vignoble pour notre raison, hein, c'est que c'est aussi la pourriture grise. Ouais. Alors, on peut parler de la pourriture grise? Après, je ne sais pas trop penché plus dessus encore. Parce que, bon, en gros, c'est une attaque sur des feuilles ou des grains pas mûrs. Et quand ça prend ça, ça fait vraiment pourrir et ça fait chuter la production. Justement dessus. D'où ce que je relis, c'est des feuillages, des chardages, il y a des levages, donc bien mettre les doigts droits, ça permet de. En fait, ça permet en fait, de bien aérer justement chaque grappe. C'est aussi tout est collé en contact, même au niveau de la taille, si tout est croisé, en fait, on va créer des muqueuses
En fait, littéralement, ça va faire des poches d'humidité. En fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, dans la taille, il faut éviter que l'eau stationne. Ouais. En fait, c'est que chaque étape de travail qu'on fait dans la vie, sur chaque saison, sur chaque étape, en fait, tu dois suivre la prochaine étape. Donc, en fait, c'est marrant, c'est qu'en amont, il y a une lutte. Donc, dans la taille, il y a une lutte contre la possibilité d'implantation de tout un tas de maladies. Il n'y a pas que ça. Il y a le milieu, mais il y a l'oïdium, mais il y a aussi le botrytis. Et en fait, au début, il y a eu une controverse. On s'est dit, parce qu'il y a le bon botrytis, qui permet de faire des verbes botritisés. On va voir d'ailleurs leurs caractéristiques après. Puis, il y a le mauvais, c'est celui qui s'attaque à la vigne avant maturité. Et donc, on s'est demandé si c'était la même chose. Et les tout premiers travaux ont montré qu'il y a une caractéristique génétique, la présence de transposition, qui était, alors si la mémoire est bonne, on en trouvait dans les botrytis qui étaient méchants, entre guillemets, ceux qui attaquaient avant, et ceux de surmaturation, on n'en trouvait pas. Donc on s'est dit, bon, alors donc c'est-à-dire que c'est deux espèces différentes, parce qu'il y a des différences génétiques. En fait, ça n'a pas été confirmé après. Et les étapes ultérieures ont montré que c'était la même chose. D'accord. Et donc, c'est le même, ce qui change. Ce qui change, c'est la façon de travailler. Et le moment aussi. L'état physiologique. Et puis les conditions. On est d'accord que sinon, une grappe qui peut sécher, c'est pas pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Après, c'est un tas de feuilles qui retient. C'est pas du tout, justement. Si on a une tas de feuilles qui retient, ça sèche pas, ça prend ensuite le reste en maturation, en fait. Et au niveau de notre botrytis qui est recherché, en fait, il y aura un surplus de nourriture, en quelque sorte. C'est joli de voir qu'un surplus de nourriture, c'est-à-dire. Comment expliquer? Surplus d'eau. Surplus d'eau, en fait, oui. C'est ce qui est nourrir. Donc finalement, la taille, c'est aussi quelque chose qui va contraindre, pas que la vie, mais le parasite, à n'arriver que tard et d'une façon bénigne à cet état tardif. Et alors maintenant, on a compris comment ça marchait, on a compris que c'était le parasite, mais qui était obligé d'attaquer tard. Il y a un moment où il va avoir un effet sur le raisin qui a l'effet souhaité. C'est ça. Et après, ça fait quoi cet effet souhaité? C'est peut-être le mot qu'on a. Comment on a, ouais, alors. L'Europe qui tient bien. Ouais. Robe, on va dire, dorée, hein, jaune doré. Tout à fait. Le nez, alors le nez. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a de la pêche séchée ou de l'abricot sec. Ça, c'est souvent une signature qu'on a sur les vins botrytisés. C'est très intéressant parce que. C'est ce qu'on va retrouver principalement. Parce que sur du sauternes, on a plus, selon certains sauternes, on a plus un côté qui est mielleux, noisette, légèrement. Miel, ouais. Mais miel, ouais, c'est. Bon, il y en a quand même un petit peu aussi. Mais là, il y en a moins, c'est clair. Miel et puis caramel aussi. Bon, ça, c'est le nez. Et puis, alors, en bouche. Alors, zéro astringence. Dans la bouche, après, c'est très léger. Pratiquement pas d'amertume. Un petit piquant caramélisé. Ça peut faire. Un petit bon caramélisé. Oui. Un peu d'acidité. Oui, il y a un peu d'acidité. Alors ça c'est bien parce que souvent c'est des vins qu'on traite très liquoreux, à la fois parce qu'ils sont très concentrés en sucre dès le début, parce qu'ils ont séché. Dès le début, ils sont énormément concentrés. Mais c'est aussi un choix de vinification. Et le fait est que l'acidité, ça aide à faire passer le sucre. C'est le principe du coca, hein, qui est terriblement acide et terriblement sucré, mais on y arrive quand même. Une fermentation alcoolique, par exemple le vin, c'est le même principe, c'est une acidité qui fait pareil de faire passer ce sucre et cette conservation. Alors là, il faut bien le dire, pendant la botrytisation, il y a quand même des dégâts, il y a des bactéries acétiques qui commencent à s'installer, et il y a un début de fabrication, pas de vinaigre, mais d'acide acétique, lors de la botrytisation. Au moment de la vendange, aussi ce qu'il y a quand on récolte, c'est un tri. En fait. On récolte pas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un tri? Un tri, comment dire, on va essayer de chercher à 75-90% en fait, de la grappe, si elle est convenable, qu'elle est bien botrytisée, on la coupe pas entièrement, on va laisser le reste qui se termine. En fait. Donc c'est ça, on va même sélectionner des morceaux de grappe. Des morceaux de grappe. C'est un tri même à l'échelle
pratiquement des grains, quoi. Ah oui, sur certains châteaux, c'est quasiment presque au grain. Il y en a justement des il faut de la main-d'œuvre, il faut le vendre cher après le vin. Tout à fait, ouais. Et alors, on fait plusieurs passages, du coup? Plusieurs passages, justement. En principe, on va laisser une semaine de décalage. Tout dépend de comment ça se passe. Et alors, les récoltes successives, elles sont d'égale qualité ou est-ce qu'on préfère les premières? En fait, pas trop ça, mais tout dépend selon les chais, tout dépend comment ils gèrent. J'imagine que c'est pas aussi des saisons. Voilà, ça dépend, parce que d'une saison à une autre, ça change complètement. Donc, à la fin, c'est pas plusieurs tris, on va finalement, on va avoir un optimum de botrytisation. Alors, les Hongrois, ils font autrement. Ils ramassent tout le raisin dans certaines parcelles, ils séparent les raisins botrytisés, et ils en mettent 1 seau, 2 seaux, 3 seaux, 4 seaux dans une cuve d'un certain volume. C'est les fameux puntonios, des vins, des toquets. Voilà. Alors, ils sont d'autant plus meilleurs aromatiquement et chers qu'ils ont 1, 2, 3, 4, 5 puntonios. Et en fait, c'est la quantité de raisin botrytisé qu'on a rajouté dans la cuve. Alors, bon, mais on ne sait toujours pas finalement ce qu'a fait le botrytis. Il faut qu'on rentre dans le détail. La couleur. Alors, on remarque, quand on compare un vin normal, que c'est plus doré. En fait, ça veut dire que c'est plus oxydé. C'est à la fois parce que les raisins sont restés plus longtemps à l'air, ils se sont oxydés. Après, c'est aussi plus au botrytis qu'on recherche, en fait, qui oxyde énormément. En fait, les tanins, c'est des composés antibiotiques. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le botrytis? Il les abîme. Il a des enzymes qui aident à les oxyder pour en faire des composés moins actifs. Donc, en fait, une des choses que fait le botrytis, c'est d'accélérer ce processus d'oxydation dès avant la vinification et d'une façon ménagée qui n'est pas du tout celle qui se passerait si on laissait à l'air libre le vin ou si on laisse dans un fût d'ailleurs. C'est différent. Mais on sent bien sur la couleur cette oxydation. Et alors, du coup, cette oxydation va libérer le potentiel aromatique des tanins. C'est ça. D'où les arômes d'abricot sec, de caramel, de miel. Dans le miel, il y a aussi des tanins oxydés. La couleur du miel, c'est des tanins oxydés. Donc, en fait, on est vraiment sur quelque chose qui va révéler des arômes par cette oxydation. Dans les fruits secs, façon abricot sec, il y a aussi des tanins oxydés. C'est vraiment le même processus, mais assisté par un champignon. C'est ça. La couleur, le goût, ah oui, puis plus d'astringence, plus d'amertume, bah oui, on n'a plus les tanins sous la forme solide, puisqu'ils sont oxydés. On a moins de ces traits qui viennent avec les tanins. Donc finalement, c'est marrant de voir que avec le botrytis, on a une évolution des tanins qui rappelle celle qu'on a aussi quand on met en fût. C'est tout à fait. Sauf que là, en fait, on le retrouve directement. Oui, puis alors aromatiquement, on a d'autres notes. On a des notes finement champignonnées, finement noisettes. On a aussi des arômes propres du champignon. Après, c'est selon les cépages. Par exemple, sur la muscadelle. C'est le premier de la muscadelle. Sur ce cépage-là, vous allez plus retrouver un côté qui va être légèrement noisette, un taux de sucre qui va être beaucoup plus concentré, en fait, dû par ces petites grappes, ces petits raisins que ça peut faire, en fait, sur pied. Il y a une totale différence sur un passant. Je connaissais bien, mais il y a une différence totale, en fait. Parce que au niveau du botrytis qu'on va rechercher, en fait, la grosseur du raisin, en fait, il joue énormément aussi par rapport à la qualité qu'on va ressentir. Plus de sucre, plus de fruité, ça, comme on en parle, un peu pêche et tout ça, on va le retrouver si on va voir sur une cabernet, par exemple, on va retrouver cela. Après, ça dépend énormément par rapport à ça. Alors, bon, moi je ne connais pas bien la différence des cépages, mais ce qui est sûr, c'est que plus les grains sont petits, plus la quantité finalement relative de champignons sera grande, puisqu'il y aura une plus grande surface pour l'ensemble du volume de la ça. Alors après, il faut savoir que même si la grappe est reconcentrée en sucre et donc on fait plus facilement des liquoreux, on n'est pas obligé de faire des liquoreux. Non, on n'est pas obligé justement. Ça, les gens ne savent pas toujours. Il faut l'expliquer. On peut partir du même cépage en fait, mais sur 2 régions différentes. On peut faire du sec avec du cabernet sauvignon, comme on peut faire du liquoreux, comme on peut faire aussi
un vin blanc avec du vin muscadet, quand on peut partir sur un écoro avec du vin muscadet aussi. En fait, tout dépend, c'est un choix de maturation à apporter, qu'on va rechercher sur notre vin. Ouais, c'est un peu des choix C'est le choix des propriétaires. Alors, moi, j'ai goûté des pinots noirs de Hongrie, du lac Balaton, botrytisés, donc vinifiés en sec. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on retrouve finalement ces arômes un peu finement champignonnés, hein. Et puis tous ces arômes un peu évolués liés à l'oxydation des tanins. Bon, donc c'est assez amusant de voir que finalement, il y a des champignons qui sont bienvenus avant la fermentation alcoolique. Parce que souvent, on a en tête toutes les levures indésirables, comme les Brettanomyces, des choses comme ça. On ne veut pas qu'elles se développent trop. Non, après, c'est pas tellement bon, en fait. Ça n'aide pas à la fermentation du tout à la fin. On va tourner plus sur un côté aigre. Oui, puis alors les Brettanomyces, elles ont des goûts qui correspondent un petit peu aux odeurs d'élevage de souris, d'écurie, comme on dit. Moi, je n'ai pas trop senti d'écurie. T'as plus l'impression que c'est des choses qu'on retrouve parce que justement il n'y a pas d'apport chimique, donc on encadre moins la fermentation. On retrouve sur les vins naturels. Alors il y a des gens qui aiment ça, hein, c'est une question de goût, mais les vins naturels ont souvent ces arômes de Brettanomyces, de Brett, qui sont liés d'ailleurs à un tanin. Donc c'est assez intéressant parce que les Brettanomyces, elles ont aussi à gérer les tanins qui sont dans le goût de raisin et elles les transforment en dérivés moins toxiques pour elles, et ça fait notamment des choses comme du gaiacol, des dérivés comme ça, qui donnent ce goût de Brett, des arômes d'écurie, d'élevage de souris. Et là encore, c'est toujours que ces champignons, ils ont à gérer les tanins qui ont une certaine toxicité pour eux, et les détoxifier. Alors, une petite chose, parce que c'est important, il y a dans la botrytisation, il y a deux phénomènes. Il y a le séchage de la grappe, d'une part, et d'autre part, il y a le champignon. Et si on veut faire la différence, si on veut voir les deux choses, c'est bien de comparer un vin de botrytisé. Zut, il faut aller en chercher une autre bouteille, avec un vin où les raisins ont été séchés mais sans botrytis. Alors ça correspond à deux choses. Sans trop de botrytis, ça va être toutes les vendanges tardives. C'est ça. Où là, vraiment, alors, les grappes sont très aérées. Là, justement, le champignon sèche pas. Justement, c'est sur ces vendanges-là, en fait, très tardive, en fait, on va effeuiller le deuxième côté à ce moment-là aussi. Comme ça, en fait, ça va stopper la maturation, il prendra le soleil. En fait, il y aura juste le grand pic entre 11h et 15h à peu près. Il prendra le moins de chaleur, en fait, le moins du gros pic du soleil. Et en fait, il prendra le soleil sur tout le long de la journée, ce qui en fait ralentira, limitera l'installation de botrytis. Et puis, on est sur un séchage sur pied directement. Alors, ça, on peut le faire dans les régions où il y a du vent. Ouais. Dans les régions où il va neiger éventuellement assez tôt, on a un problème, c'est que s'il neige, alors là, ça fait une poche d'eau, ça part en vrille. Justement, on peut pas faire. Et ces régions-là, d'altitude, c'est celles où on fait des vins de paille. C'est-à-dire qu'on rentre les raisins, on les sèche sur de la paille. Le raisin plus tôt, et on le met sur paille justement pour pouvoir le faire sécher. Enfin, quand tu es à sa maturation, parce qu'en fait, tu n'es pas totalement séché entièrement. C'est juste une maturation qui. Oui, c'est pas des raisins secs. Il faut qu'il reste quelque chose à presser. Voilà, il faut aller. Alors, les Jurassiens ont réussi à nous faire croire que c'était un truc de chez eux. Maintenant, on ne peut pas appeler vin de paille quelque chose qui vient d'ailleurs, alors qu'en Auvergne, dans les Alpes, il y avait des traditions effectivement de séchage sur clé de paille. Puis il y a les régions où il va geler très vite et où on peut faire confiance au gel pour drainer l'eau hors des raisins. C'est des vins de glace. Alors, c'est des régions finalement climatiquement différentes qui se prêtent à des surmaturations différentes. Les vins de glace et vins de paille, ça va nous donner l'effet de surconcentration sans le champignon. Et donc, un verre de chaque, un verre de vin botrytisé et un verre de. On va voir ce qu'amène en plus le champignon. Et le fait qu'il amène des arômes. C'est le champignon sous bois qui sont un peu derrière. Ah oui, mais on ressent. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi avec. Quand je travaille par rapport à la boulangerie, parce que de base, je suis boulanger de base. Ce que j'aime bien justement avec le. Décidément, c'est pas loin des fermentations. On reste toujours sur une fermentation. Il y a de la levure.
Et justement, c'est ce côté que tu peux retrouver quand même. Enfin, moi, j'appelle ça ce côté de noisette, de cette fermentation, de cette Non, mais c'est vrai. levure, en fait. Il y en a. Du levain. Il fallait la placer, celle-là. C'est clair. Non, mais il y a effectivement les arômes de noisette, c'est souvent des arômes tanniques. Ça correspond souvent à des odeurs tanniques. Un peu oxydé d'ailleurs, parce que il faut remarquer que dans la noisette fraîche, quand on casse, ils sont importants dans le début d'été, qu'elles soient pas séchées, qu'elles ne soient pas oxydées, on n'a pas ces arômes. Bon, donc, voilà. Alors, est-ce qu'on peut, pour terminer notre dégustation, on a donc été sur les blancs, on a vu que finalement le vin botrytisé, on est moins dans la préservation des arômes du fruit, mais on est quand même dans la préservation de quelque chose qui est de l'avant-fermentation. Et les rouges, ça va être l'histoire de vin qui évolue, fait plus évoluer en arôme après. Une question au passage, c'est il n'y a aucune fermentation qui se fait entre la paille et le grain de raisin, justement, sur les vins de paille. Vin de paille. En fait, c'est qu'il est vendangé. Alors, le vendange un peu avant, en fait. Et sans abîmer les grains. Justement, sans les abîmer, pour pas justement pas passer par rapport à ça. Et en fait, on le dépose sur paille pour qu'il puisse terminer sa fermentation. En fait, en principe, c'est dans des vieilles anciennes bâtisses, qu'ils ont toujours, en fait. Dans des bâtisses où, en fait, on a les étalages. On met sur paille justement pour qu'il puisse terminer. La paille, c'est pour qu'il y ait l'air qui passe en dessous. C'est ça, en fait, c'est juste ça. Paille, d'accord. C'est pareil, on ne serre pas dans la basse-colle parce qu'on veut qu'il y ait de l'air qui circule, on ne veut pas casser les grains. Tu les entasses pas, c'est grave par exemple. Oui, il n'y a pas de jeu d'humidité, au contraire, c'est vraiment pour faire sécher sur la paille, faciliter le séchage, d'accord. Et alors, dans tous les cas, que ce soit botrytisé, on parlait, ou vin de paille, vin de glace, il y a quand même un petit peu de bactéries acétiques qui se développent, et ça donne des vins qui ont souvent une acidité volatile plus importante. Mais l'acide acétique dans le vin, c'est pas désagréable un peu, ça soutient le goût. Beaucoup, bon, c'est pas bon. Ouais, Mais c'est vrai qu'on en a plus dans tous ces vins où les raisins ont une vie un peu longue après la maturité. Donc, en tout cas, on est dans la préservation des vins blancs des arômes dits primaires, quitte à ce qu'éventuellement ces arômes primaires aient embarqué des modifications dans le raisin. Bon, les roses. Alors, on regarde en référence le chèque, et on passe au rouge. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tu veux le présenter? Donc, c'est un coton. C'est un gamay. Cotronaise. Alors, gamay, effectivement, pour les cotronaises, c'est normal. Vous voulez brasser les verres aussi, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Donc, cotronnaise. Effectivement, on a une grande tradition de gamay dans toutes ces régions qui correspond à des vins. Bon, le gamay, il a des très gros grains. Donc, il fait beaucoup de jus et comme il y a peu de peau et que c'est la peau qui va amener les tanins, il amène peu de tanins. C'est plutôt un vin léger. Est-ce que c'est vrai? Éclat de granit 2019, c'est parti. On voit quand même des tanins et de la couleur. Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais de mémoire, le gamay, c'est le fils du pinot noir. C'est un des nombreux enfants du pinot noir et du wet. Le wet en cépage blanc, on a encore en Suisse, dans les montagnes. Alors là, il y a plus de couleurs. Donc déjà là, on est obligé de partir d'un raisin rouge. Pour le blanc, on n'était pas obligé. Ça pouvait être blanc ou rouge. Non, pour blanc. Non, le champagne, par exemple, il se fait avec du pinot noir. Si on presse vite, c'est ça. Mais là, par contre, on ne va pas presser vite. Alors, c'est quoi les spécificités? On peut déjà dire s'il y a des différences dans la taille, dans les précautions de taille pour les rouges. Les précautions de taille, c'est dans les rouges, il y a une différence. Dans le sauternes, c'est une taille spécifique, c'est le gobelet. En Champagne, après, ils ont. Donc, avec plusieurs rameaux. Après, ouais, le gobelet, on le trouve. Normalement, c'est comme une main. Ça doit former une main. On a deux bourgeons de chaque, en fait.
Et sur ces 2 bourgeons, on a 2 grappes, enfin 2 bois qui vont sortir, 4 grappes, tu en sélectionnes une sur 2, tu vois. Alors que la taille en guyot, c'est une baguette avec toutes les bourgeons. Un guyot simple, en fait. On va rester dans l'axe de notre vigne, en quelque sorte. Alors là, on va avoir notre aste qui va de ce côté-ci, avec de l'autre côté un côte, c'est un bois à 2 yeux. Alors, soit un petit retour en dessous, si c'est obligé. Soit on fait une guyot double, on met carrément 2 bras. Guyot double, c'est 2 bras après. Après, c'est quand je vous ai expliqué, tout est un équilibrage de charge. Après, on peut faire un guyot double. Après, tout dépend des terroirs, les cépages, des cahiers de charge aussi, selon les régions. En fait, il y a des cahiers de charge à respecter sur les tailles, certaines régions. Alors, si on passe en guyot double, on peut partir sur 4-4, par exemple, 4 bourgeons de chaque côté. Par exemple, après, c'est guyot simple, l'année suivante, on rechange de l'autre côté. Toutes ces méthodes, elles ont la caractéristique de mettre tous les bourgeons au même niveau. Or, la vigne, c'est comme toutes les plantes, une vigne, c'est une plante où les bourgeons du haut se développent, pardon, les bourgeons du haut empêchent ceux du bas de se développer, et du coup, on obtient un port comme ça. Et ce qu'on veut, c'est un port en drapeau. Donc là, comme on met tous les bourgeons au même niveau, ils sont tous à égalité. Il n'y en a pas qui sont au-dessus les uns des autres. Il n'y a pas de dominance. Après, chaque tige se développe pas. C'est ce qui est recherché en fait, dans le vin, en fait, dans la vigne, ce qu'on recherche. On a un engagement, en fait, il y a un engagement à respecter de l'emplacement, en fait, par rapport à la récolte du vin qu'il faut suivre sur le raisin suivant. Et en fait, sur cet engagement, on a une certaine charge à respecter par rapport à ceci. Parce que sinon, en fait, c'est un jeu à comment expliquer? L'engagement, l'idée, c'est dans le cahier des charges d'une appellation, on doit faire un certain volume, c'est ça? En fait, c'est une certaine charge à respecter, c'est un certain nombre de bourgeons à garder, justement. D'accord. Donc, ça fera un certain nombre de tiges, finalement. Ça fera une petite surface. Et ça permet un port de la grappe, en fait. Ça permet l'évolution correcte du botrytis. Voilà, merci. C'est encagement. L'engagement. Quand on ramasse le raisin, je vois, vous pouvez comprendre engagement. Ouais. D'accord. Alors, l'engagement. Alors, maintenant, la question, cette histoire-là, finalement, de taille, c'est vrai pour les rouges et pour les blancs. Maintenant, est-ce qu'il y a des aspects spécifiques de la taille quand on vise un rouge? Après, non, pas forcément. Sur le rouge, non, moi je ne trouve pas qu'il y ait vraiment un aspect de taille spécifique. Après, c'est par rapport. Non, pas spécialement. Alors maintenant, à la récolte. Là, à la récolte, c'est quand même plus souple que la vendange. Ouais. C'est quand même moins contraint que la. On n'a pas forcément de contraintes sur la température. Non, sur la température, non. Dessus, jusqu'à dans le rouge, comparé au blanc, il y a cette différence. Okay. Alors, la récolte rentre, et là, on ne presse pas tout de suite. Normalement, tu stockes en charbon, ainsi de suite. Parce que là, le début de fermentation va se faire, la fermentation va se faire en présence des baies, des peaux, puisque le but, c'est d'extraire la couleur. Là encore, comme tout à l'heure, et ça se voit encore plus parce que là, la peau est rouge et la chair est blanche, à de rares exceptions près, mais ils sont plus guère utilisés maintenant. Je pense au gamay fréo, par exemple, qui était utilisé autrefois pour donner de la couleur au pinard. Là, même la chair était rouge. Mais ça ne fait pas des traits bien très fins, et maintenant, ces cépages-là sont plus utilisés. Mais donc, on se retrouve avec un jus blanc, et si on ne laisse pas la peau tremper pour que la couleur sorte, et pas que la couleur, tous les autres tanins incolores aussi. Alors voilà, comment on fait? Je ne suis pas trop rentré dedans, mais après, au niveau des remontages, en fait, on a plusieurs cubations. Donc les remontages. Donc, du coup, en fait, le remontage, ça en fait passer une cuve qu'on laisse en fermentation pendant un certain temps. Et en fait, le fait de faire bouger le limon qu'on a fonctionné, avec les bulles, de toute façon, les peaux, elles remontent. Alors le problème, c'est qu'elles ne trempent plus dans le jus. C'est ça le problème. D'où au fait le remontage. Ça permet en fait de pouvoir les restocker, de tout refaire déposer. Donc le remontage, ça consiste à. Je peux pas vous l'expliquer. Parce qu'en gros, donc ça consiste à remonter le liquide qui est dessous et le remettre dessus. Alors ça, on peut le faire de façon violente aussi. On peut carrément les jeter au jet pour éclater la croûte finalement de peau qui s'est formée en surface. Ça, c'est ce qu'on appelle le délestage.
Puis il y a une autre méthode moins violente. Donc, le délestage, c'est plus violent que le remontage. C'est un montage violent, quoi. On remonte tout, mais voilà. Et on peut faire ça plus doucement avec ce qu'on appelle le pigeage, qui avec une espèce de bâton consiste à mélanger. Alors, mais de toute façon, l'idée, c'est de favoriser le contact de la peau avec le jus pour que sortent les tanins colorés, mais aussi les tanins aromatiques. Et on va obtenir un vin qui va notamment contenir du tanin. Plus de tanin que il y a de 5 à 10 fois plus. Ouais, entre 5 et 10 fois plus. Alors, bon, on va goûter maintenant, on va voir si on les voit. Alors, non, si on les voit et si on les voit. Alors, on les voit, oui, parce qu'on voit les tanins rouges. Là, c'est sous les anthocyanes. Alors, au nez, bon, c'est un gamay, alors il y a beaucoup de fruité. Pas désagréable. Bon, alors sur les tanins, là, il n'y a pas de photo. En bouche, c'est beaucoup plus astringent. Hein. Il n'y a pas trop d'amertume. Pour un gamay, quand même, il est concentré. Et puis, bon, aromatiquement, il y a quand même une certaine longueur. Hein. C'est-à-dire que quand on a avalé, ça perd ses sens. Ouais. Alors, c'est peut-être le moment de dire un mot de cette astringence, hein, puis aussi de la longueur en bouche. En fait, les tanins, ils s'attachent aux protéines. C'est leur grande fonction biologique, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils abîment le fonctionnement des microbes, parce qu'ils s'attachent aux protéines de surface ou aux enzymes avec lesquelles les microbes attaquent les plantes, par exemple. Quand les tanins sont libérés des cellules végétales attaquées, ils s'attaquent à ces protéines et ils empêchent les microbes de vivre leur vie. Et nous, on a dans notre salive des protéines qui lubrifient la bouche, qui donnent cette impression de douceur qu'on a ordinairement. Si on veut se convaincre que la bouche n'est pas si douce, il suffit pour ceux qui n'ont pas de verre de vin, là, et qui sont derrière l'autre côté de la caméra, de frotter le palais avec le bout de la langue. Et si on frotte longtemps, en fait, on vire, on expulse ce mucus protéique. Et là, on sent que le palais est rugueux. On vit dans une impression de douceur qui est une illusion protéique. Et cette illusion protéique, les tanins la réalisent ensemble parce qu'ils s'attachent aux protéines, ils les empêchent de travailler. Et alors, et plus ils le font, plus ça va être râpeux. S'ils le font juste un peu, ça va être soyeux. S'ils le font très très peu, on va avoir une sorte d'épaisseur en bouche. Juste une épaisseur. Je cherchais juste. Ouais, et puis ça peut être très très désagréable avec ça. Ça peut devenir râpeux. Et puis, parmi tous les tanins qui se fixent aux protéines, il y en a qui se sont fixés aux protéines des muqueuses, hein, de l'intérieur des joues, de la langue. Et eux, quand on a avalé, ils vont pouvoir se défixer et passer dans l'air. Et en fait, quand ils passent dans l'air, ils montent dans l'arrière-nez et ils font la longueur en bouche. Donc la longueur en bouche chez les tanins, et c'est normal, on ait à la fois plus d'astringence et plus de longueur en bouche sur des rouges, parce qu'on a plus de tanins. Et là, c'est le cas. Alors c'est pareil sur l'évolution colorée. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, toi, de goûter des vieux. Non, jamais trop l'occasion de vieux. Alors moi, j'ai eu la chance de goûter un Châteauneuf du Pape 42. Alors la bouteille, il en restait un tiers de la bouteille, hein, avec un beaucoup perdu. Et il était brun clair, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de matériaux qui avaient sédimenté. Ouais. Souvent, à force de réagir entre eux, quand ils s'oxydent, les tanins font des grosses molécules qui tombent au fond. Et ouais, c'est une dépose de dépôt. Et donc, on n'aurait pas pu dire si c'était un blanc, une étesse dépôt, on n'aurait pas pu dire si c'était un blanc ou rouge. Et effectivement, il y avait des goûts de caramel, des goûts de noisette. Bon, on était très près d'un RRS, quoi. Et surtout, il y avait la même évolution colorée, le brunissement, qui est lié à l'oxydation avec le temps. Extérieur, plus la température intérieure du produit.
Oui, alors parce que il faut bien dire que comme c'est une fermentation, ça va lui mettre de la chaleur, ça c'est obligé. Ah C'est oui, comme oui, quand on fait, c'est compris dedans. quand on ensasse de l'herbe après une tonte, à l'intérieur ça chauffe, c'est la Ça chaleur. change, Et alors donc là, comme on aime bien que la température soit un peu plus élevée pour deux raisons. Alors pour deux raisons. D'abord historiquement, on n'a pas le choix, parce qu'on ne pouvait pas refroidir. Maintenant on peut refroidir. Mais le fait que la température soit élevée, ça augmente le processus d'échange avec la peau. Toutes les réactions chimiques s'accélèrent et notamment, ça va accélérer l'extraction d'arômes. Bon. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour accélérer l'extraction d'arômes, on a même des méthodes un peu plus artificielles. On rajoute des enzymes qui détruisent les parois. Justement, j'ai entendu. Pourquoi pas? Une fois de plus, le juge de paix, c'est le produit final. Tout à fait. C'est comme on parlait tout à l'heure, pour avoir un produit de qualité après, c'est le travail qui va suivre avant. Après, dans les chiffres, c'est la même chose, il y a pas de travail. Oui, c'est un suivi. C'est un suivi, notamment. Et puis là, et c'est aussi une étape, on ne peut pas revenir en arrière. De même qu'on ne peut pas remettre une branche qu'on a taillée par erreur. Ah non. On ne peut pas revenir en arrière quand c'est. Sur ça, c'est sûr. Alors, on va donc avoir des évolutions d'arômes qui vont être liées à une fermentation dans des conditions un peu plus modificatrices. C'est souvent les arômes qu'on appelle secondaires. Ouais. Puis après, on a souvent des élevages plus longs, c'est-à-dire qu'après la fermentation, on laisse en cuve, on met en fût, et on voit se développer des arômes qu'on appelle tertiaires. Alors, ça existe éventuellement pour les blancs, mais c'est quand même beaucoup plus développé pour les rouges. Pour les rouges, je pense que ouais. C'est franchement, quand on compare un blanc et un rouge, alors on va y revenir, c'est facile quand on voit la couleur, mais il y en a un qui est floral, il y a une personnalité végétale, l'autre c'est plus compliqué. Hein. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas ne va pas sentir le jus de raisin. Alors que là, on peut plus s'en convaincre. Là, on reste plus proche du fruit. De ce fait, on reste plus proche de les goûts primaires qu'on peut retrouver les fruits. On a vraiment des gestes très conservateurs sur justement finalement c'est plus détaillé. Alors évidemment, c'est une complexité différente, hein, c'est intéressant, mais c'est pas celle du fruit. Mais c'est quand même, là encore, le devenir des tanins, donc de tanins beaucoup plus concentrés. On va chercher plus à le détacher, les tanins dessus. Alors, en plus, il y a souvent une autre fermentation, on n'a pas parlé jusqu'ici, c'est la fermentation malolactique, qui est une fermentation qu'on évite souvent au blanc, parce que c'est une fermentation qui va modifier les arômes, et qu'on autorise, si j'ose dire, au rouge. La fermentation malolactique, elle transforme l'acide malique, qui est un acide à deux fonctions acides, en acide lactique. Alors, qui détache en fait ce qui est au niveau des particules, des bourbes, des choses comme ça. Voilà. Qui en fait sont complètement détachés, détaillés. Sur un blanc, on va essayer plus de les conserver, pareil sur un rouge, justement. Alors sur les rouges, effectivement, on va laisser les bactéries s'y attaquer. Par parenthèse, cet acide malique, il est présent en grande concentration dans certains vins. Il y a un certain nombre de c'est Mosaque en particulier, ce cépage Mosaque, qui a souvent un goût de pomme, qui est riche en acide malique. C'est quelque chose qui peut être même, ça donne le goût de pomme, hein, et ça peut être même perceptible. Mais donc, sur certains blancs et sur beaucoup de rouges, pas sur le Beaujolais nouveau par exemple, qui va rester plus fruité justement, mais sur beaucoup de rouges et sur quelques blancs aussi, on fait cette malolactique. Alors donc, elle transforme l'acide malique en acide lactique. L'acide lactique, il a le goût de yaourt, et il y a quand même certains vins, c'est un Beaujolais en particulier, pas nouveau, certains Beaujolais qui ont des goûts lactiques. Et la deuxième chose, c'est que l'acide lactique n'a qu'une seule fonction acide, l'autre est parti sous forme de CO2, et dans cette fermentation malolactique, on réduit l'acidité. Et ça va moins protéger le vin, on va dire, ça va faciliter ses évolutions, alors qu'en restant en accent acide malique, le blanc va plus le conserver. Alors pour ça, soit on sulfite, soit on filtre, et on empêche cette fermentation de se faire. Le rouge, lui, il a cette deuxième fermentation qui fait évoluer les choses. Alors, une chose, pour les exemples d'arômes, alors qui sont des arômes secondaires, qui sont liés aux fermentations, il y a un arôme des bactéries lactiques qui est assez
frappant, qui est bien connu, qu'on connaît bien des bactéries lactiques qui font le beurre. C'est l'odeur de beurre. C'est l'odeur de noisette qu'il y a dans le beurre. C'est le diacétyl. Ouais. Et parce que le beurre, on l'ignore souvent, mais c'est un aliment fermenté, hein, c'est pour ça que ça s'appelle. Et c'est vrai que souvent après fermentation malolactique, on a, alors c'est vrai qu'il y a des cépages qui l'expriment plus que d'autres. Le chardonnay, par exemple, c'est royal. Mais on a souvent des odeurs de noisettes, légèrement beurrées, hein, qui apparaissent, qui sont des héritages de ces bactéries. Et qui montrent bien que, voilà, quand on autorise la fermentation malolactique, on s'éloigne encore des goûts fruités, des arômes primaires, vers des arômes secondaires. Bon, ben on a bu tout ce qu'on avait à boire. On n'a pas d'ailleurs entendu le pâté, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a comme pain pour le dessert? Grillon de sanglier, c'est ça? Gratin de sanglier. Gratin de sanglier, Fait par Marc pendant ses temps en tant qu'ouvrier en viticulture. Avec le pain bis derrière. Et alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues pendant ce temps-là? Alors, il y en a une. Ah non, il y a celle de... Je crois que vous êtes clairs, messieurs, c'est merveilleux. Ah, j'aimerais bien boire un coup avec vous, les gars. Eh bien, écoute, Sheldon, C'est une question. ça aurait été avec plaisir. Mais nous trinquons avec toi à distance. S'il arrive, si elle arrive, je ne sais pas qui propose ça. C'est bon, nous on est open. Sheldon Cooper, 73. Potentiellement 73, ça peut être un petit peu loin. C'est un peu loin, ouais. Il n'y a peut-être plus rien à voir. Il n'y a pas d'autres questions qui se posent? Non, non, on est bon. Ah ben, nous. Et sur le rôle des tanins, du coup, alors, ok, sur le côté astringent, tout ça, mais au niveau de la coloration du vin, ça va jouer aussi? Autant dans l'arôme, il y a aussi des terpènes. Il faut être honnête, hein, il y a aussi une autre famille de molécules, les terpènes. Les deux métabolismes, celui des terpènes et des tanins, quand on compare le génome de la vigne domestique à la vigne sauvage, on voit qu'il y a vraiment eu une sélection de très longue date pour ces arômes. Okay. Les terpènes sont notamment présents dans les muscats, les notes muscatées. Hein. On a, bon, dans le raisin qu'on appelle muscat, c'est des terpènes plutôt. D'accord. Il y a ces molécules assez amères aussi. Il s'explique que les muscats secs soient souvent amers. Alors que quand ils sont sucrés, le sucre recouvre cette amertume. Bon, donc, autant dans l'arôme, il y a aussi des terpènes, il faut être honnête, autant dans la couleur, c'est surtout des tanins. Ouais. Voilà. Là, je crois que... Alors, des tanins au sens large, c'est-à-dire phénol et polyphénol. Oui, c'est ça, parce que c'est ce que tu expliquais dans la conférence que tu avais faite à Rennes, c'est qu'en fait, tanin, c'est un mot extrêmement générique qui veut tout dire et rien dire. C'est un mot qui a plein de définitions. Ouais. Et bon, moi, j'ai carrément pris la somme de tout ce qui pouvait être touché par une ou l'autre des définitions. À la base, les tanins, c'est ce qui sert à tanner le cuir. Donc, c'est encore d'autres choses que ce que les chimistes appellent des tanins. Et donc, au total, on a plusieurs termes. C'est comme l'histoire des anthracènes. Bah, les anthracènes, moi, je les mets dans les tanins. Une fonction mécanique dans la physiologie de la plante, mais qui est aussi une fonction, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, au niveau activité des antioxydantes, en fait. Alors, d'ailleurs, par parenthèse, et de couleur, rapidement. Un des tanins, c'est la lignée. On en parlait, non, on va en parler demain. On en a parlé en sortie cet après-midi. Comme elle est déjà dans la boîte. Qui sera visible demain. Voilà. La lignine qui fait le bois, c'est les tanins. Et si le fût relâche des tanins dans le vin, c'est non seulement parce que dans le bois, il y a des petits tanins, mais parce que la lignine est souvent attaquée par le chauffage des douelles, c'est-à-dire des planches dont on assemble les barriques. Comme on le chauffe, d'ailleurs on le chauffe plus ou moins, ça détruit la lignine, ça casse un peu la molécule, et ça crée des tanins issus de la cassure de la lignine. La lignine elle-même est une trop grosse molécule pour rentrer dans le vin, elle ne rentre pas. Mais par le chauffage des barriques, on arrive à... Oui, les chauffes sont variables. Les chauffes légères, ça va donner des petits goûts vanillés. Les chauffes fortes, ça va donner des goûts boisés, chocolatés. La chauffe de la barrique, ça fait partie de la commande. Quand on commande, on indique quelle chauffe on veut. Et donc,
Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une partie des tanins que le fût donne au vin qui sont issus de la lignine. Et la lignine, c'est l'exemple d'une molécule qui a un rôle dans la structure et qui va se retrouver avoir un goût dans l'arôme. Et donc, le choix du chêne, c'est parce qu'il y aurait beaucoup de lignine ou c'est... Alors, les grands crus de chênes mérins, puisqu'on appelle comme ça les chênes qui servent à faire des fûts, c'est des chênes qui ont la caractéristique d'avoir poussé dans des conditions un petit peu stressantes, qui vont faire que les accroissements ne sont pas grands, les vaisseaux conducteurs de sève ne sont pas grands, donc les risques de fuite ne sont pas grands. Parce que s'il y a beaucoup de sève qui circule, alors les vaisseaux sont plus grands, et du coup, quand le vin imbibe le bois, ben, il circule plus, il va s'évaporer plus, il va même éventuellement goûter. On va dire que c'est un peu comme le ratio de carbone sur azote, c'est le ratio de lignine sur cellulose, non? Oui. Le fait qu'il y ait un resserrement de... Il y a ça, mais c'est surtout, là, mon envoyé, c'est le ratio trou sur pas trou. D'accord. Mais après, effectivement, il y a aussi autre chose, c'est que des conditions légèrement stressantes, les plantes réagissent au stress en accumulant des tanins, qui sont des antioxydants qui empêchent les accidents cellulaires résultant du stress, qui souvent en fait passent par la fabrication de radicaux libres. Donc c'est des antioxydants. Et puis c'est des antimicrobiens. Et si on pousse mal, il ne faut pas se mélanger. Donc on a plus d'accumulation préventive de tanins pour éviter les pathogènes. Alors que si on est bien nourri, on peut toujours repousser, donc on peut les tolérer plus. Bref, les plantes stressées sont plus riches en tanins. Donc c'est une histoire. Enfin, et donc les bons crus de chêne, en fait immunitaire de la plante. Oui, par un stress de quelque part, renforce le... En tout cas, c'est la prémunition. D'accord. Et donc, effectivement, les bons crus, c'est ceux où il n'y a pas trop d'eau, parce que c'est aussi, ça induit du stress. Donc la forêt de Tronchet, c'est un exemple de forêt pas trop, il ne pleut pas trop, donc accroissement petit, vaisseau petit, et puis surtout un peu plus d'arôme, un peu plus de tanin. Je vendange avec Marc, mais j'ai fait un doctorat en production de plantes à parfum aromatiques médicinales, et je sais qu'en fait, la production et la biodiversité au kibbutzik en fait des actifs de l'huile essentielle, c'est intimement lié justement à ce que la plante a vécu. Une plante en fait qu'on obésifie va te faire une huile très très pauvre en termes de qualité, alors qu'une plante que je ramasse sur la montagne de Valence, la montagne d'Angel ou la Cervelle dans la vallée de la Drôme à Nyons, où j'ai fait mon opéra, on a les huiles au kémotique qui sont les meilleures du monde. Ça, c'est un écart de moins d'eau, Et ça fait plus de stress, plus de métabolites secondaires. Exactement. Et ça, c'est important. Et c'est pas un hasard si ça fait plus d'odeur. C'est parce que ces métabolites secondaires, bon, il y en a certains dans certaines concentrations et dans certaines conditions qu'on trouve bien. D'ailleurs, on peut les trouver bien pour l'odeur sans les manger. Hein. C'est des trucs. Mais à la base, c'est quand même des composés toxiques en moyenne. Et c'est pour ça qu'on les perçoit. On perçoit leur odeur, on les trouve amers, on est sensible à l'astringence. C'est des moyens pour nous de les éviter en bloc. Et culturellement, on a appris, pour certains tanins, certains terpènes, certaines de ces molécules, à les supporter. Parce qu'on sait que c'est pas grave, ou même dans le cas des épices, qui sont aussi des tanins et des terpènes, c'est antioxydant, antimicrobien, ça protège les aliments. Mais ça, c'est un apprentissage culturel. Les petits-enfants n'aiment pas les choses très épicées, ils n'aiment pas les choses très aromatiques, ils n'aiment pas les tanins. Et nous, nos premiers verres de vin, on ne les a pas aimés, même si on ne s'en souvient pas du tout. Ça s'apprend. Justement, ça s'apprend. Oui, voilà, c'est ça. C'est des goûts acquis. Alors, j'en parle longuement, c'est la page publicitaire. On parle longuement dans les goûts et les couleurs du monde, l'histoire naturelle des tanins, un bouquin paru l'automne dernier. Il n'y a pas tout à fait un an. Et tu as eu un prix dessus. Oui, qui a eu un prix, le prix Mange-Livre. Mange-Livre. Donc, du Furet de Lille et de France Inter. Et ce prix, donc, qui a déjà été lancé sur France Inter, en fait, c'est surtout l'aspect alimentaire qui a été relevé. Mais c'est un livre qui raconte aussi la logique pour la plante et pour les sols. Et effectivement, je souscris parfaitement à l'idée des stress. Et au niveau des champignons, justement, c'est à ça que j'avais parlé. C'est par rapport au botrytis. J'ai trouvé génial en fait que tu puisses parler en fait de ce qu'on a parlé pendant toute la vie. En fait, nous, on est des ouvriers agricoles insatisfaits. Moi, j'ai 20 ans de vendange et j'ai vu la qualité de mon travail ne plus jamais être reconnue par ceux qui sont censés le représenter, c'est-à-dire nos patrons. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, avant, on venait faire de la taille à la vendange. Et là, cette année, on a bossé à Sauternes-Barsac et on a été déçus parce qu'on n'a participé ni à la taille, ni au palissage, ni à aucune des étapes en fait, qui permettent d'obtenir cette qualité de botrytis, qui fait qu'en fait, tu n'as pas de
verjus en haut, tu n'as pas de grain vert dans ton botrytis, parce que c'est ça en fait qu'on ramasse. Oui, c'est ça, en fait, l'homogénéité en termes de maturité, qualité en fait, on a ramassé du travail. Il en parlait tout à l'heure, mais il n'a pas. Alors, bon, mais de toute façon, c'est assez général. Aujourd'hui, la plupart des entreprises d'une certaine taille sont gérées par des impératifs financiers et il n'y a pas de reconnaissance de la valeur technique qui pourtant construit historiquement la valeur de l'entreprise. Parce que nous, ouvriers, on aime être les maîtres de ce qui va se passer avant le chef. Moi, le chef, j'en ai rien à faire quelque part. Ce que je veux, c'est que le chef, il ne pas le travail. Je sais comment rentrer le bon produit dans le chef. Oui, mais c'est un segment important parce que s'il est raté, de nos jours, je ne veux pas rentrer sur la politique, mais dans la société où on vit, où en fait, dans la consommation dans laquelle on vit maintenant, en fait, nous, notre travail, il est complètement dénaturalisé. Il n'y a plus la qualité. Quand les assembleurs nous disent qu'ils sauvent les meubles avec ce qu'on leur propose comme raisin, ils font plus de. Le problème, il est double. Tu vois, le problème, il est double. Hein. Le premier problème, il est effectivement qu'aujourd'hui, on est dans des logiques économiques qui n'entretiennent pas le fond de savoir-faire technique. Et puis pour le vin, il faut bien dire qu'aujourd'hui, il y a des façons de vinifier qui font qu'avec un peu n'importe quel produit à l'entrée, on arrive à faire une qualité standard à la sortie. Sans originalité. Hein. Sur ça, je suis d'accord. Sans personnalité. C'est que le problème, c'est que nous, ouvriers saisonniers, en fait, nous, en tant qu'ouvriers saisonniers, en fait, on perd quand même au niveau en charge salariale. On va pas au niveau en salaire totalement. Puis au-delà de ça, c'est la satisfaction. La satisfaction, c'est combien de fois on s'est posé la question. En fait, on est capable d'interpréter chaque pied, savoir comment était la personne qui s'en occupait, est-ce qu'elle en avait rien à foutre. Ou est-ce que on est tombé sur la manière dont on a nos grappes qui sont de travail laissé à l'abandon. C'est là, il y a plus de 10 ans de travail à rattraper. Alors, c'est important parce que ces savoir-faire, il faut absolument les préserver. D'accord. On peut toujours les expliciter à posteriori en disant ah oui, tel geste pour telle raison. Enfin, il faut connaître les gestes. Ton pied, tu dois avoir 8 bois. Tous les ans, tu remets les 8 bois, soit tu en remets un pour faire le retour, pour pouvoir le remettre dans son engagement. En fait. Sauf qu'à ce moment-là, si dans les quotas maintenant qu'on demande, dans les normes de travail qu'on demande, les quotas ont été augmentés, et la qualité pour arriver à ces quotas-là, la qualité, tu ne peux plus l'avoir du tout. En fait. Donc là, en fait, tu tues le pied de vigne. C'est comme si il a un mycélium, en fait, et qui tue son mycélium. Tu tues le botrytis, parce qu'en fait, tu bosses avec un champignon quand tu fais c'est ça, mais pas que le botrytis, même d'autres. Parce que quelque part, nous, même en ramassant, des fois, ou en faisant des tâches où on essaye de réparer ce qui s'est passé avant, qualité comme En fait, c'est un point que je soulignais, c'est les logiques de rentabilité au détriment des savoir-faire. Et comme on veut cette qualité en fait aussi. Quand même, de base, quand tu étais à tes 750 pieds, quand il parle sur cet exemple de travail-là, par exemple, comme à Château-Canon, tu n'as pas besoin de faire le magicien dans le chai. Justement. Oui, et c'est vrai que des fois, c'est une tour de magie. Voilà. On va peut-être prendre congé. Tout à fait. Ça fait 1h30. Très bien. Et ben voilà, donc j'espère que vous avez appris 2-3 trucs sur le vin. Moi, j'ai appris des choses sur la taille que vous n'imaginez pas. Moi, je sais toujours pas tailler. Moi, j'ai appris des choses de vous deux. On va pouvoir, le spectateur aussi. Pouvoir parler de raisin encore différemment. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment super intéressant. Et puis ça continuait bien justement cet après-midi sur le rapport entre l'agriculture en fait et les champignons dans toutes leurs formes, parce que c'était le sujet aussi, que ce soit avec Hervé, avec Nathanaël et Jérôme, et puis aussi au niveau du vin et du travail en fait que ça implique. On vous donne rendez-vous à tous demain pour une belle journée, à nouveau avec je le souhaite de tout mon cœur, des vidéos qui passeront bien. En tout cas, demain matin, du coup, au lieu de la sortie avec Marc-André qui devait y avoir, il y aura la sortie, il y aura le film avec une sortie avec Régis Marcon et Jérôme et Jean Rondet. Et ensuite, un passage en cuisine de leur restaurant. Et ensuite, en atelier avec Régis Marcon et Jean Rondet qui s'essayent à la lactofermentation des champignons notamment. Voilà.
Et en fin d'après-midi, on aura la sortie qu'on a filmée avec Marc-André tout à l'heure, cet après-midi, à partir de 16h30. Voilà. Okay. Merci à tous, Merci à tous les intervenants, merci à vous de participer au forum. À demain. Merci. À demain.